Bonsoir, mardi 25 février, bienvenue dans le journal sur TV 78. Voici les titres de l'actualité locale. Elle œuvre tout au long de l'année au service de la population par le biais de ses bénévoles. La Protection civile est une association reconnue d'utilité publique. Dimanche, une journée mondiale lui est consacrée. Un stand spécifique sera proposé à Poissy. J-19 avant le premier tour des élections municipales. La campagne se poursuit dans les Yvelines. Reportage dans cette édition à Guyancourt avec le candidat Grégory Pape et lors d'une réunion publique à Villepreux donnée par Jean-Baptiste Amonique. Enfin, la suite de notre dossier de la rédaction sur les femmes qui ont marqué le territoire des Yvelines. Zoom ce soir sur l'aviatrice Hélène Boucher. Son destin est lié tragiquement à celui du département. En 1934, son appareil s'est crashé à Voisins-le-Bretonneux. Dans un instant, nous parlerons également du lien intergénérationnel avec une association qui œuvre dans les Yvelines, c'est Habitat et Humanisme. Depuis novembre, il peut accueillir jusqu'à 100 résidents à Buc. L'EHPAD Pierre Bienvenu-Noailles a été inauguré officiellement ce matin. L'établissement prend en charge les pathologies physiques et cognitives des personnes âgées accueillies. Il est géré par l'association Chemin d'Espérance qui accompagne les personnes touchées par la vulnérabilité du grand âge. Un montant de l'équipement, 9,26 millions d'euros, financé à plus d'1 million d'euros par le département des Yvelines. L'EHPAD remplace celui situé auparavant à Versailles. Les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Nous avions un établissement sur Versailles de 60 résidents qui n'était plus aux normes, normes EHPAD. Donc ce projet nous a permis d'être aux normes avec un bel environnement et d'accueillir donc une centaine de résidents. Et pour les personnes âgées, d'autres solutions existent au-delà de ces résidences médicalisées. Elles prônent notamment le lien intergénérationnel. Nous avons choisi de parler de cette thématique à l'approche de la fête des grands-mères qui est ce dimanche 1er mars. Et on le fait avec Dominique Bruyandet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de l'antenne Versailles Grand Parc de l'association Habitat et Humanisme. Cette association agit en faveur du logement et de l'insertion et de la recréation des liens sociaux. L'objectif, c'est de lutter finalement contre l'exclusion et l'isolement des personnes en difficulté, c'est ça? Oui, tout à fait. Habitat et Humanisme est un mouvement qui a été créé il y a 35 ans par Bernard Devers à Lyon et qui a essaimé aujourd'hui. Le mouvement regroupe 55 associations, dont Habitat et Humanisme Île-de-France, qui est particulièrement actif dans le 78 et à Versailles, pour accueillir les familles en difficulté et pour rebâtir du lien social, notamment auprès des seniors. Nous avons un exemple qui nous tient à cœur, c'est une maison intergénérationnelle qui a été créée à Jouy-en-Josas en 2016. Elle regroupe ce qu'on appelle une pension de famille avec des personnes isolées en situation de difficulté, mais aussi des logements familiaux, des familles monoparentales, des étudiants et des familles lambda, si je puis dire, dans un bel ensemble de 22 logements familiaux et de 26 studios pour la pension de famille de Jouy-en-Josas. Et pourquoi justement c'est intéressant de mélanger finalement différentes générations au sein d'un même site? Qu'est-ce que ça peut apporter finalement de créer ces liens, recréer ces liens intergénérationnels? Ça recrée des liens, les textes nous disent que le lien social, et notamment pour les seniors, est très important parce que ça les valorise, c'est déterminant pour leur santé. C'est une chose qui nous tient à cœur parce qu'à Habitat Humanisme, on fait du logement, mais on fait surtout du lien social. Et cela veut dire que c'est du logement accompagné, et accompagné notamment parce qu'on prévoit c'est le cas dans la maison intergénérationnelle de Jouy-en-Josas, des locaux communs où on peut se réunir, un jardin partagé, et il y a des salariés qui suivent les personnes, mais aussi des bénévoles qui proposent des accompagnements collectifs. Ça peut être des déjeuners partagés, des activités dans le jardin ou des promenades ou des sorties. Ce que nous recherchons, c'est à ce que les personnes que nous logeons soient véritablement en lien entre elles, autant qu'elles le souhaitent, mais aussi insérées dans la ville. Parce que ce sentiment d'isolement, finalement, il est renforcé à cause de la perte d'autonomie de ces personnes. Il peut être renforcé s'il y a perte d'autonomie. Nous sommes un peu en amont de la perte d'autonomie.
Et justement, est-ce que ça marche, là, au travers de cet exemple que vous avez à Jouy-en-Josas, de recréer ces liens entre les personnes? Est-ce que c'est bénéfique pour ces personnes? Je crois que pour les seniors que nous avons, puisqu'on parle des seniors aujourd'hui, je pense que les seniors que nous avons actuellement à Jouy-en-Josas sont très contents de leur proximité avec les familles et avec les enfants, donc, qui sont là, et ils s'en félicitent. Oui. Et je précise qu'il y a 31 résidences intergénérationnelles en France qui sont gérées par Habitat et Humanisme. Et nous en avons encore 15 en projet pour 2020. Alors, quand est-ce qu'il en a en projet, oui, dans les Yvelines, par exemple? Dans les Yvelines, pas pour le moment, pour l'instant, mais il y en a en Île-de-France. L'association Île-de-France à laquelle nous appartenons en crée, notamment à Paris, très prochainement. Mais pas pour les Yvelines pour l'instant. Et il y a l'exemple des résidences intergénérationnelles. Il y a aussi une autre forme qui est proposée, c'est la colocation intergénérationnelle. Alors, dans le cadre oui, alors cette colocation intergénérationnelle, nous l'avons notamment à Paris, rue Chabrol. Et c'est une expérience qui marche bien depuis maintenant près de 10 ans, je crois. Alors, si on termine cette interview sur l'implantation d'Habitat et Humanisme dans les Yvelines, alors vous êtes, le responsable de l'antenne de Versailles Grand Parc. Est-ce que c'est une association qui est bien implantée sur ce territoire? Quelles actions vous avez au-delà de ces résidences sur Versailles Grand Parc, intergénérationnelles? Nous sommes, si je puis dire, nous avons des logements, principalement sur Versailles, Viroflay et Jouy. En dehors de la maison intergénérationnelle de Jouy, dont je vous ai parlé, il y a aussi des petits collectifs où nous logeons des familles, que ce soit à Versailles, rue Édouard Charton, ou encore à Viroflay, avenue Moser. Et bientôt, nous aurons encore un projet d'un nouveau petit collectif à Viroflay, à côté de la gare Rive-Gauche, où nous accueillerons 17 familles. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Nous avons besoin de bénévoles. L'antenne de Versailles Grand Parc regroupe aujourd'hui à peu près 80 bénévoles. Et nous avons et nous aurons besoin de bénévoles pour remplacer les bénévoles qui partiront normalement. Et puis aussi, notamment pour le projet de Viroflay, où nous allons avoir des familles qu'il faudra accompagner dans une période transitoire avant que ces familles recouvrent, je dirais, le logement social traditionnel. Et toutes les informations sur Habitat et Humanisme à retrouver sur son site internet. Merci Dominique Bruyandet d'être passé en plateau. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'antenne Versailles Grand Parc d'Habitat et Humanisme. Merci. Petit aparté à présent dans ce journal avec les élections municipales. Premier tour le 15 mars prochain. À Villepreux, le délégué départemental du MoDem, Jean-Baptiste Amonic, conduit une liste sans étiquette. Villepreux, naturellement, donnait une réunion publique ce week-end. Le reportage de Mathilde Demy et de Marilène Yapichino. Une salle pleine pour cette réunion publique de Jean-Baptiste Amonic. Le conseiller départemental du MoDem présente sa liste sans étiquette, soutenue également par le parti présidentiel. Ces soutiens politiques, ce ne sont pas des soutiens que nous sommes allés chercher, c'est des soutiens qui se retrouvent dans ce que nous proposons, tant sur le fond que sur la forme, et qui ont décidé de nous apporter leur soutien à une liste citoyenne et locale. Pour élaborer son programme, le collectif a mené une enquête de octobre à janvier auprès des habitants. 450 personnes ont répondu et parmi les priorité, l'environnement. Donc là, nous aurons justement des mesures fortes. Je pense notamment à un objectif de zéro artificialisation des sols que nous inscrirons au PLU afin que nous sanctuarisons nos espaces naturels. Et puis nous voudrons pousser la transition écologique locale de plus en plus. Viennent ensuite la démocratie de proximité, la sécurité et le développement économique, notamment auprès du commerce local. Le commerce local, il me semble que c'est un point important dans une ville comme Villepreux. On attend à la fois au niveau central, mais aussi dans les quartiers, que des commerçants, qui sont la vie, en fait, la vie même d'une cité, puissent être dynamiques, et on est tout à fait prêt à nous engager pour les aider à ça. Villepreux naturellement envisage un travail rapproché avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines sur ces thématiques économiques. Prochaine réunion publique le 28 février, 4 autres listes sont déclarées dans la commune. Direction Guyancourt maintenant, où Grégory Pape figure parmi les 5 candidats pour le scrutin dans la ville. La semaine dernière, celui qui est soutenu par La République En Marche allait à la rencontre des petits commerces. Mickaël Elmidoro. Et on
vient voir avec vous comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que la mairie actuelle si jamais on est élu, et de quoi vous avez besoin. Ce jeudi 20 février, Grégory Pape, tête de liste Nouvel Élan à Guyancourt, est parti à la rencontre des commerces de proximité du quartier Le Village, l'un des axes forts de sa campagne. En fait, ça s'intègre dans le lieu de vie, dans le lien social. Tous les petits commerces font du lien social. Ce sont vraiment des lieux de rencontre. Vous savez, moi je suis commerçant, je suis pharmacien, et quand dans ma pharmacie je vois des patients qui restent discuter, qui se rencontrent dans ma pharmacie, eh ben, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'à ma petite échelle, j'ai réussi à faire du lien social. Et ça, c'est super important. L'occasion également pour cet épicier installé sur ce secteur depuis 1997 de partager ses problèmes. Déjà, on parlait un peu de stationnement, on va voir avec les grandes surfaces qui sont dans la ville, parce qu'ils ouvrent maintenant tous les dimanches. Pendant cette visite, pour apporter des solutions, Grégory Pape et son équipe ont présenté le dispositif Boutique, une interface utilisée à Caen, Reims 3 et Limoges. Nous leur présentons notamment une solution pour la visibilité. J'ai vu que plusieurs villes développent une application qui permet de faire la promotion des commerçants et qui permettent de leur faire connaître. Je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça peut permettre au moment où c'est calme d'avoir peut-être un peu plus de monde et aussi si on peut faire des réductions, des choses comme ça pour attirer un peu plus de gens. Au total, Grégory Pape s'est déjà rendu dans une 50aine de commerces et continuera à le faire jusqu'au 15 mars prochain, date du premier tour des élections municipales. Je vous rappelle d'ailleurs que dans le cadre de cette campagne aux élections municipales, TV78 en association avec Radio Sensation vous propose des débats entre les candidats. Ce lundi soir, émission consacrée à la commune de Coignères. C'est à retrouver à 20h sur TV78 ou sur la fréquence 98.4 pour nos confrères de Sensation Yvelines. Et puis toute l'actualité de ces élections municipales est à consulter également chaque mardi soir dans l'émission 7-8 Politique, une émission à retrouver à partir de 18h45 et présentée par Wilfried Richy. Une stagnation en 2019, mais pas de quoi s'inquiéter pour autant. Le bilan du tourisme francilien, l'Île-de-France et le comité régional ont présenté hier les derniers chiffres du secteur. En 2019, 35,4 millions d'arrivées hôtelières ont été enregistrées sur le territoire. Léger recul de 0,1% par rapport à 2018, année record pour le tourisme. Si la clientèle internationale est en baisse, celle française a au contraire progressé, plus 400 000 visiteurs. Plus de détails sur ces dernières tendances du tourisme en Île-de-France dans notre édition de demain, mercredi. Et vous les avez sans doute déjà croisés aux abords des monuments ou lors d'événements dans les Yvelines, les bénévoles de la protection civile, reconnaissables avec leur tenue bleue et orange. Une journée mondiale est consacrée à la protection civile. Elle se déroule ce dimanche. On en parle avec Aurélien Delavenne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la communication pour la protection civile des Yvelines. À l'occasion de la journée mondiale, un stand spécifique sera proposé place de la République à Poissy. On va en parler dans un instant. La protection civile, déjà, on la voit sur le terrain, mais qu'est-ce que c'est concrètement la protection civile et finalement, quelle complémentarité vous apportez par rapport aux autres services de secours ? Alors, la protection civile, c'est une association agréée de sécurité civile, ce qui signifie que l'agrément de sécurité civile est géré par la Direction générale de la sécurité civile et la gestion de crise, ce qui signifie que c'est le ministère de l'Intérieur qui régit ces règles-là. La protection civile, c'est 3 missions: aider, former et secourir. On arrive en complémentarité des services de secours et en renfort sur certains dispositifs, en complémentarité notamment dans les dispositifs prévisionnels de secours, sur des événements sportifs, culturels, où on va avoir un poste de secours directement sur place avec une équipe de secours prête à intervenir. Et donc on sera le premier maillon de la chaîne de secours. Et après, on pourra effectivement faire appel à des moyens supplémentaires, notamment SAMU, pompiers, comme on a l'habitude de voir également. Voilà. Et si on revient sur l'histoire, comment est-elle née justement cette protection civile ? Alors la protection civile, c'est une demande du général de Gaulle à l'époque de sa présidence, qui avait demandé à son Premier ministre Georges Pompidou de créer une fédération de protection civile afin de mettre tous les moyens dans une fédération, voilà, pour protéger les civils, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Donc c'est en 1965 qu'elle a été créée, cette fédération. Et ensuite, donc, des associations de protection civile se sont créées un peu partout en France.
Et il y a donc une présence de la protection civile dans les Yvelines. Vous parliez tout à l'heure des missions, 3 missions principales, c'est ça? Tout à que fait. vous appliquez aussi sur ce territoire des Yvelines? C'est ça, comme partout en France, effectivement, la protection civile est représentée partout en France. Dans les Yvelines, où effectivement nous avons une antenne à Villennes-sur-Seine, où effectivement nous allons proposer des maraudes. Donc c'est notre cœur de mission également. Donc une fois par semaine, nous allons avoir un équipage qui va, à la demande du SAMU social, sillonner le département pour apporter que ce soit de la nourriture, des vêtements ou des kits d'hygiène à des sans-abri. Voilà. Nous allons également avoir une mission d'aide lors de catastrophes. Par exemple, si on reprend les inondations qui ont touché le département, notamment Poissy, ces dernières années, on est intervenu plusieurs fois pour monter des centres d'accueil, pour accueillir effectivement les sinistrés, les accompagner dans cette on va dire, douloureuse épreuve, et également voilà, les accueillir pour avoir un lit, un toit, de quoi manger, de quoi se brosser les dents. Ces petites choses, on va dire, qui semblent naturelles, mais voilà, on intervient pour tout ça en termes sur le département. Notre plus grande mission, c'est le secours sur le département, donc par la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours, ce qu'on disait tout à l'heure, avec notamment la sollicitation des organisateurs d'événements, que ce soit culturels ou sportifs, où on va monter un poste de secours, donc une équipe de secours, ça va de 2 à 40 personnes, il n'y a pas de limite selon l'événement. Et donc on sera le premier maillon de la chaîne de secours en cas de besoin. L'organisateur peut nous contacter, nous faire intervenir sur le terrain avec du matériel dédié, spécialement secours. Donc comme les sapeurs-pompiers vont avoir dans leur véhicule, on a le même matériel et également des formations qui vont avec. Tous nos bénévoles qui font des missions de secours sont formés au PSE1 et PSE2, donc c'est du premier secours en équipe. Parce qu'on le rappelle, il n'y a que des bénévoles au sein de la protection civile. Tout à fait. Il faut le préciser. La protection civile des Yvelines, c'est 70 bénévoles, hommes et femmes, à partir de 16 ans, qui peuvent être déclenchés à tout moment dans le département. Donc effectivement, il n'y a pas de salariés, il n'y a que des bénévoles. Et vous l'avez dit, un volet formation, c'est former aussi bien les bénévoles, mais vous formez aussi le public au premier secours? Tout à fait. Alors on a 2 formations dédiées au grand public. Donc on va avoir le PSC1, le premier secours civique de niveau 1, qui est une formation, on va dire, pour apprendre les bases en secourisme et pouvoir intervenir aussi. C'est important en tant que citoyen de pouvoir intervenir, que ce soit sur un malaise, sur une crise cardiaque, sur une hémorragie, etc. Donc on propose cela, effectivement, voilà. La protection civile en fait régulièrement, à peu près une fois par mois, tous les 2 mois. Et notre centre de formation est situé à Poissy. Donc voilà. Et on a vu, alors vous êtes intervenu notamment, on a vu la corrida de Houille. C'est des événements de ce genre sur lesquels vous intervenez dans les Yvelines? Alors tout à fait, effectivement, la corrida de Houille fait partie d'un des dispositifs prévisionnels de secours qu'on fait. Donc on avait effectivement plusieurs équipes positionnées pour la corrida de Houille. Comme vous avez pu le voir, je pense, dans les différents reportages qu'on a pu faire, effectivement, ça fait partie de nos missions d'intervenir en complémentarité des services de secours. Voilà. Dernière chose, 1er mars, on l'a dit, c'est la journée mondiale de la protection civile, avec une animation qui sera proposée place de la République à Poissy. Quel est le programme de la journée? Alors, c'est la journée mondiale de la protection civile, donc toute la journée, il va y avoir plusieurs animations qui vont avoir lieu, notamment une initiation au massage cardiaque, donc ouverte à tous, voilà. Ça dure quelques minutes pour apprendre les bases sur le massage cardiaque. On va également faire un relais massage cardiaque, donc l'objectif c'est de tenir de 9h à 17h un massage cardiaque sans l'arrêter. Donc on a choisi cette action pour sensibiliser le public à l'importance de maintenir un massage cardiaque le plus longtemps possible en attendant les secours. Comme on sait aujourd'hui que chaque minute compte sur un arrêt cardiaque, voilà, il semblait important pour nous effectivement de sensibiliser le public à ça. Et à 15h, effectivement, on clôturera la journée par une démonstration de secours avec une de nos équipes de secours et notre véhicule. Plus d'informations sur cette journée et aussi sur la protection civile des Yvelines sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Adrien Delavenne d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes le responsable communication de la protection civile des Yvelines. La suite de notre dossier consacré aux femmes qui ont marqué l'histoire du département. À l'avant-garde de l'aviation au début du XXe siècle, Hélène Boucher était surnommée Léno. Son destin est lié tristement à celui des Yvelines. À 26 ans, son chaudron Rafale s'écrase à Voisins-le-Bretonneux après avoir décollé de Guyancourt. Mathilde Demy revient sur son histoire.
Hélène Boucher, surnommée Léno, jeune femme moderne et avant-gardiste, a marqué tristement les Yvelines en s'écrasant avec son caudron Rafale à Voisins-le-Bretonneux. Née en 1908, elle décédera à l'âge de 26 ans à Guyancourt. Hélène Boucher était une jeune fille tout à fait enjouée. Par contre, elle savait ce qu'elle voulait faire puisque elle avait perdu effectivement un grand ami de son frère qui est décédé et qui était aviateur, pilote d'essai qui était M. Hubert, et elle a décidé au vu de tout ça d'être aviatrice. Dans son atelier, Camille Toutet a choisi de représenter Hélène Boucher enfant, suite à une commande de la ville de Voisins-le-Bretonneux. La sculpture trône à l'entrée de la commune, à la place de la piste de l'ancien aérodrome que l'aviatrice utilisait. Ce profil psychologique est assez passionnant et ça m'a intéressée de l'ancrer dans sa petite enfance. Mais c'est fictif. Ce qu'on voyait déjà toute petite, c'est c'était une fille déterminée, volontaire, qui s'est cherchée un certain temps. Elle est passée par la couture, par les arts plastiques. Une jeune femme décrite comme aventurière, aimant la vitesse et l'adrénaline. Avant de devenir l'égérie de la marque Caudron Renault, elle utilisait la moto de son frère et conduisait la voiture de son père, chose rare pour l'époque. Hélène Boucher, elle se distingue peut-être de toutes par sa modernité. C'est vraiment, aujourd'hui, ça serait une jeune fille d'aujourd'hui. En plus, c'était une fille énergique, toujours souriante, et quand elle arrivait chez elle, rue de Rennes, on savait que c'était elle, on entendait son pas claquer dans la cour, et quand elle montait l'escalier, elle le montait 4 à 4, c'était une fille qui était en mouvement perpétuel. Michel Seignette n'a pas croisé le chemin de Léno, mais les deux femmes sont liées sur leur formation aérienne et sur leur combat féministe. Elle s'est entraînée à la compétition avec un moniteur qui s'appelle Fred Nicole. Ce moniteur, je l'ai bien connu parce qu'il l'a entraînée en 32 pour les 12 heures d'Angers, pour des compétitions comme ça. Et ça a été mon moniteur de voltige. Et puis j'ai aussi très bien connu Marcel Riffard, qui était l'ingénieur des caudrons Rafale, qui lui a donné cette souplesse, si vous voulez, cet accompagnement chez Renault, que j'ai connu également. Hélène Boucher devait représenter son avion doté d'un moteur Renault lors d'une délégation japonaise le 1er décembre au Salon du Bourget. Pour effectuer un dernier vol d'essai, elle décolle pour la dernière fois de l'aérodrome de Guyancourt le 30 novembre aux alentours de 15h30. Le ciel n'était pas très beau, mais elle a décidé de le faire quand même. Vers 16h30, elle a décidé de reposer son avion. Son atterrissage ne s'est pas bien passé. Elle a redécollé. Et en dernier virage, là où nous sommes aujourd'hui, elle a fait un demi-tonneau pour essayer de se reposer. Elle a perdu a priori un peu de puissance. Elle a remis les gaz, insuffisants. Et elle s'est plantée à l'endroit où nous sommes ici. Elle décédera dans l'ambulance sur le chemin de l'hôpital à Guyancourt. Alors accident à cause de la météo, erreur de pilotage ou problème mécanique, le mystère reste entier. Elle manquait d'entraînement sur l'avion, parce que ce sont des avions qui étaient difficiles. Et comme tous ces avions qui sont difficiles, c'est du surentraînement. Et là, c'est vraiment une faute de pilotage. Hélène Boucher sera enterrée à Yermenonville, près de la maison de son enfance. Elle recevra la Légion d'honneur à titre posthume et un hommage national aux Invalides, une première pour une femme. Voisins-le-Bretonneux nommera en hommage à la jeune aviatrice sa rue principale et son collège. Il s'agit bien du caudron Rafale et non du chaudron Rafale, comme je l'annonçais en préambule de ce reportage. J'ai été victime du correcteur automatique. La suite de notre dossier sur ces femmes qui ont marqué l'histoire des Yvelines dès demain dans le journal. Dans l'actualité prochaine du territoire aussi, le 22e Printemps des Poètes qui débute le 3 mars. Rendez-vous culturel incontournable à Saint-Quentin en Yvelines avec une programmation riche. Samedi, à la commanderie, un atelier préparé à l'une des animations. C'est le bal à Blabla. Mathilde Demy l'a suivi. Le récit de Mélanie Poquet. Ils vous inviteront à entrer dans la danse, celle des mots, celle des gestes. Ils ouvriront le bal à Blabla du Printemps des Poètes. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Après, c'est plus la découverte de la matière écrite, voilà, et essayer d'imaginer un autre univers qui pourrait à la fois être complémentaire, mais en même temps aussi ouvrir, de ne pas refermer le texte sur soi-même, en fait, pour être dans la narration constante. 6 danseurs amateurs participent à cet atelier depuis le mois de janvier. Le fait de lancer le bal par un petit ou un grand groupe de danseuses et danseurs, ça va aider tous les spectateurs du moment vraiment du bal à se lancer en piste. Je suis très intéressée par tout ce qui est expression artistique sous toutes ses formes.
Et voilà, je trouvais ça très beau de mêler deux formes d'expression, donc le geste et le mot. Les participants évoluent sur des textes choisis par les itinéraires poétiques. Ce 22e printemps des poètes est consacré cette année à la francophonie. Et il faut pour son destin propre. Et pensez, ça vous amène déjà vers l'école, même si on n'est peut-être pas exactement sur le texte, on verra. Mais... C'est de la danse sur des textes dits par des comédiens, Véronique Elena Malvoisin et Benoît Lepec, et ils auront à ouvrir le bal. Voilà, le bal à blabla, et ensuite à inviter les gens à entrer dans le bal pour la suite, pour toute la soirée. Pour ces danseurs, ce week-end était la dernière préparation. Le rendez-vous est donné pour le 21 mars au Scarabée de la Verrière. Dans un instant sur TV78, nouveau numéro du 7-8 Culture avec la présentation comme chaque mardi soir. Aurélie Ronze, bonsoir. Bonsoir Grégory. Alors qu'allez-vous nous proposer ce soir au menu de votre émission ? Alors tout d'abord un rendez-vous pour les amoureux du métal puisque les 6 et 7 mars ce sera la 9e édition du festival Metal Sphere. C'est organisé par l'association Métasos, l'occasion de découvrir des styles alternatifs dans deux lieux, la salle de la Tour à Voisins-le-Bretonneux et la batterie de Guyancourt. Nous assisterons également à une première ce soir au Théâtre Montansier à Versailles avec La Maison d'Os. C'est la toute dernière création d'Hervé Van der Meulen, une pièce drôle, sarcastique et absurde. Sur scène, 15 comédiens qui interprètent plus de 50 rôles et nous avons pu justement assister à la répétition générale. Et puis à partir du 28 février, le cinéma est à l'honneur dans les Yvelines et le Vexin. C'est la 9e édition du Festival des images vagabondes. Cela débutera d'ailleurs au Ciné 7 à Elancourt. Le principe est bien dans une vingtaine de lieux yvelinois. 160 films sont en compétition autour d'une thématique femmes rebelles, tout un programme. Merci Aurélie, le 7-8 Culture à retrouver dans quelques minutes sur TV78. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité et belle soirée à tous sur TV78.